Donc sur cette question, ce titre que j'ai voulu donner à mon intervention, des usages, l'ambiguïté des usages publics des valeurs républicaines, je répartirai ce court exposé en trois tranches. Une première tranche que j'ai appelée prolégomène philosophique, puisque le mot prolégomène signifie ce qu'il faut savoir avant tout pour ne pas avoir d'a priori sur ce qu'est le concept de république, le concept de laïcité. C'est-à-dire sur quoi on doit partir, à mon sens. Maintenant, on pourra discuter, je crois que c'est bon d'y revenir en cette période troublée. Le deuxième point, c'est la deuxième tranche, ça sera le sens juridique qui découle directement de ces prolégomènes philosophiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'il y a eu on pourrait dire, une implémentation juridique de ces concepts philosophiques à travers un concept qui, lui, est plus juridique, qui est celui de laïcité. Et enfin, troisième point, ce qui me semble de plus en plus problématique dans les usages publics, justement, depuis les années 2000 et singulièrement depuis 2003. Il me semble une année charnière sur les usages à la fois rhétoriques du concept de laïcité, mais aussi les usages, il faut bien le dire, en termes de politique publique de ce concept de laïcité, qui peuvent parfois tourner à des usages discriminatoires, me semble-t-il. Donc sur le premier point, prolégomène philosophique, je remonterai, parce que quand on parle de laïcité, on est obligé de parler de république. Et quand on parle de république, puisque ça a déjà quelque chose d'assez concret, d'institutionnalisé, on est obligé de parler de modernité. Qu'est-ce que signifie la modernité? Et là, c'est là où commencent les ambiguïtés lorsqu'on discute de cette question de la modernité. Vous voyez, lorsque je prononce ce mot modernité, qu'on essaye de donner une définition, on va avoir une multitude de définitions en concurrence. On va par exemple dire, certains vont dire à la modernité, enfin, la plus prosaïque possible, c'est j'ai une machine à laver plus moderne. Ça veut dire qu'elle est plus récente, plus sophistiquée, technologiquement plus avancée. D'autres, de façon un peu plus élaborée, vont nous dire la modernité, c'est moderne au sens où c'est progressiste, ça relève du progrès. Enfin, on est plus en avance, mais du progrès pas seulement au sens technologique, au sens du progrès social, voire, pour utiliser un mot qui est aujourd'hui passablement utilisé, parfois galvaudé, sociétal. Le progrès sociétal. Progrès même économique et social en général. D'autres vont nous dire la modernité, ça c'est la version sécularisation de la modernité. La modernité, c'est ce moment charnière, même si c'est un moment qui est processuel, mais quand même ce moment charnière où les croyances, voire les superstitions, voire les religions auraient été progressivement vaincues par la raison. Ça serait le règne de la raison. On se représente la modernité comme étant ce rouleau compresseur de la raison qui écraserait les anciennes croyances qui, de fait, ne seraient plus légitimes parce qu'on serait dans un monde de la science. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ces trois définitions de la modernité, elles ont leur intérêt. Il y a de ça, j'allais dire, mais ce ne sont que des conséquences de ce qu'est l'essence de la modernité, de ce qu'est son projet. Et que pousser à l'extrême ces trois définitions, en prétendant que c'est l'essence de la modernité, c'est finalement trahir cette essence. Parce que la modernité, il faut reprendre ce que signifie le mot directement. Le monde moderne, c'est, à un moment donné, le pari un peu fou, mais le pari tout de même, de la multiplicité des modes, modernité, des modalités d'existence, des modes de vie, et même des modes de validation de la vérité, ce que Paul Ricoeur appelait des régimes de vérité, donc aussi effectivement des religions, la multiplicité dans un même espace social. Comment rendre compatible cela? Et pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'entrer? Pourquoi est-ce que la modernité a eu besoin? Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de ce concept? Pour toute une série de raisons, des raisons, j'allais dire, plus épistémologiques, plus philosophiques et scientifiques, parce que progressivement, les religions, ce qu'on va appeler la religion même catholique, avait fini par sortir du champ de ce qui était plausible compte tenu de l'évolution des sciences. Je ne vais pas donner le détail sur ce sujet, il y a énormément eu de travaux sur cette question, même sur ce qu'on pouvait considérer comme les corps célestes, et puis après au XIXe siècle, effectivement, le darwinisme qui mettait en péril la cohérence, au sens cognitif du terme, du récit biblique, enfin toute une série de choses. Ça, c'est le point de vue doctrinal. Mais il y a autre chose qui est important, c'est la globalisation. La globalisation, lorsque nous parlons de globalisation, nous ne sommes que, comment dire,
à l'arrivée du processus, parce que ce processus, il commence au XVe siècle. Et donc la globalisation engage quoi? Engage une rencontre massive, de plus en plus intense, avec cette multiplicité des modes de vie à l'échelle planétaire. Et donc à un moment donné, on peut exclure, rejeter, mais ça ne marche pas, parce que quand on exclut et qu'on rejette une multiplicité de modes de vie et de régimes de vérité, quand on en exclut un, ça va, on peut dire on a raison contre eux, on appelle ça le barbare, ça va, les barbares. Mais quand il y a une multiplicité de barbares, ça finit par engendrer des dissonances cognitives, et on finit par se dire, mais comment est-ce qu'on va gérer ces dissonances cognitives? On ne peut pas avoir raison contre tous. Ça a été le problème de l'Europe, de l'Occident moderne, pendant plusieurs siècles. Et comme on n'a pas raison contre tous, eh bien, il faut arriver à gérer cette multiplicité. Surtout que l'autre n'est plus de l'autre côté de la frontière, comme le barbare, c'est-à-dire comme le perse pour les Grecs, mais il est à l'intérieur de la frontière, parce que forcément, dans une société globalisée, on s'étonne aujourd'hui, dans une société globalisée, il y a des flux matériels, parce qu'on a bien envie de consommer les produits qui sont lointains, ne serait-ce que par désir exotique. Puis il y a des transferts de technologie, des transferts économiques, et puis il y a des flux qui sont des flux symboliques, sont ceux qui sont les plus intenses. C'est-à-dire les flux symboliques, c'est l'image de ce qui est désirable de vivre, de ce qu'on voudrait être. Et puis il y a les troisièmes flux, c'est les flux humains. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, les flux humains sont ceux qui sont les plus lents, contrairement à ce qu'on croit. L'immigration, c'est un phénomène normal et qui, au fond, est assez faible compte tenu de l'évolution de la globalisation du point de vue économique et matériel et du point de vue symbolique, c'est-à-dire le transfert des images. Donc, on se trouve dans cette situation, et donc la modernité, c'est l'invention de cela. Et si on prend ne serait-ce qu'un penseur, peut-être un des plus grands penseurs de la modernité, celui qui est peut-être le plus cohérent et le plus exhaustif, Emmanuel Kant, c'est exactement ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit, Emmanuel Kant, ce philosophe central du XVIIIe siècle et de la définition authentique de la modernité? Il ne nous dit pas qu'il faut ne croire en rien, que dorénavant, c'est le règne de la raison rationnelle. Il ne nous dit pas ça du tout. Pas du tout ça. D'ailleurs, il y a un chapitre dans la critique de la raison pure qui s'appelle « Sur la foi rationnelle » qui ne signifie pas du tout qu'on doit avoir foi dans la rationalité, mais qu'il est au contraire rationnel d'avoir la foi. En revanche, même s'il est rationnel d'avoir la foi, puisqu'on ne peut pas tout savoir dans ce monde, donc il est rationnel d'avoir des modes de vie, des régimes de vérité qui ne sont pas déterminés scientifiquement, en revanche, personne, à partir de Kant, enfin c'est ce qu'il nous dit, personne n'est le représentant unique et ultime de la vérité, de cette vérité, puisque cette vérité est indicible. Ça veut dire que du point de vue politique, il ne peut pas y avoir de représentant unique, c'est le problème de la représentation démocratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un divin et une vérité, d'où la démocratie, et du point de vue des sciences, et du point de vue de l'épistémologie, des modes de vie, il n'y a pas un seul mode de vie légitime qui serait déterminé a priori pour des raisons religieuses, pour des raisons de transcendance. Ça ne veut pas dire qu'on balaye la transcendance. Ça veut dire que toutes les transcendances sont possibles dans la mesure où elles n'empiètent pas sur le sens de la transcendance qui est partagé par autrui, par celui qui est en face. C'est la question, c'est la grande question finalement du XVIIIe siècle, c'est la question de la coexistence. Et la modernité, multiplicité des modes de vie, des modes d'existence, c'est la question de la coexistence. Le problème, c'est qu'au XIXe siècle, il va y avoir un certain nombre de problèmes politiques, une sorte d'impérialisme européen qui déjà a besoin de se recomposer. Il va y avoir aussi un certain nombre de problèmes, j'allais dire, doctrinaux et scientifiques, une sorte de rébellion de ceux qui prétendent être le tenant de la modernité contre le XVIIIe siècle, et ça, c'est ce qu'on appelle le positivisme. C'est-à-dire des gens qui disent non, non, c'est la science, la seule vérité. Et il va y avoir une interprétation, dès le XIXe siècle, une interprétation du XVIIIe, qui est une interprétation anticléricale, par exemple. Alors qu'il ne s'agissait pas d'être anticlérical dans l'esprit du XVIIIe siècle. Il s'agissait que tous les modes de vie, toutes les religions, tous les ordres de foi devaient être mis à égalité et ne pas empiéter les uns sur les autres. Alors que là, on va avoir, il y aurait plus de religiosité, plus de possibilité de croire, parce que la raison devrait tout résoudre. C'est le positivisme, même qu'on retrouve chez Auguste Comte, avec le catéchisme du positivisme, etc., etc. Et on va avoir cette ambiguïté qui va courir tout au long du XIXe siècle et tout au long aussi du XXe siècle. Deuxième point, je ne reste pas
longtemps sur ce point, juste pour qu'on sache à la base quel était le projet, pour pas qu'on se trompe du projet. Le projet, c'est la coexistence, c'est la multiplicité, c'est déjà la diversité, contrairement à ce qu'on nous raconte aujourd'hui. On dit « Ah, l'origine, la Révolution française, la République univoque, unique, etc. » C'est faux. Qui sait que dans les discours à la nation allemande, ce que reprochait le philosophe allemand Fichte aux armées napoléoniennes, déjà à l'époque, entre autres multitudes de choses, c'était justement leur mixité et le fait d'avoir accepté des mamelouks, donc des individus théoriquement d'origine non purement européenne, dans l'armée napoléonienne. Donc c'est faux de dire, ce qu'on entend aujourd'hui, en particulier dans un certain nombre d'ouvrages déclinistes sur la culture européenne, sur l'unicité de la culture européenne, qu'en France, il n'y avait pas cette idée de la diversité, qu'il n'y avait pas cette idée de la multiplicité, c'était déjà à l'origine inscrit dans le projet. Alors oui, effectivement, ensuite, il y a eu un certain nombre de conflits. Donc le sens juridique, maintenant. Alors, le sens juridique de la laïcité en particulier. On voit bien que la laïcité, elle est justement au service de ce projet originel. Alors effectivement, dans les discussions qui ont eu lieu, par exemple à l'Assemblée nationale, en commission, à l'époque du vote de la loi de 1905, il y avait ces deux tendances, il y avait une tension très forte que j'évoquais. Mais dans la loi de 1905, ne nous trompons pas, la tendance qui a gagné à travers la position de son rapporteur général qui était Aristide Briand, c'est très clairement la tendance moderne au sens où je le définissais plus tôt. Donc, c'est la raison pour laquelle la laïcité et la transposition, et très exactement la transposition en matière d'expression de la liberté de culte, des trois grands principes qui sont les principes de la République française, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Pourquoi? Ben déjà, premier principe de liberté, le principe, on l'oublie souvent, c'est la liberté. C'est-à-dire que la laïcité, enfin, on n'employait pas le mot de laïcité à l'époque, mais bon, disons rétroactivement, on emploie le mot de laïcité pour dire que ça serait la loi fondatrice plus ou moins de la laïcité, même si le mot ne signifie pas du tout ça. À l'époque, il n'était pas employé, je le répète. En tout cas, on a cette notion, la notion de base, c'est permettre la liberté de culte. Ce n'est pas d'interdire, c'est de permettre. Depuis le début des années 2000, on nous parle de laïcité pour interdire. Là, c'est pour permettre. Comment arriver à permettre? Donc, d'ailleurs, c'est le premier article de la loi de 1905 que j'invite certains hommes politiques qui nous parlent sans cesse de laïcité. Je pense, par exemple, à certains personnages politiques issus, par exemple, du Front National, de relire les articles de cette fameuse loi de 1905. Concrètement, c'est la liberté de culte. C'est le premier article, c'est pas moi qui l'invente. Je n'ai pas sorti ça. Le problème, c'est que cette liberté de culte, qui consacre donc la subjectivité individuelle, la subjectivité de la foi, on fait ce qu'on veut, on peut croire ou ne pas croire, et croire ce qu'on veut ou ne pas croire, dans la limite, effectivement, de l'intégrité physique et morale d'autrui, eh bien, cette liberté de culte, pour qu'elle puisse être assurée, il faut qu'il y ait égalité des familles de pensée et des familles de croyances. Donc, effectivement, la loi de 1905 a pour souci d'assurer cette égalité par un principe qui est le sous-titre de la loi de 1905, et le titre, qui est dans le titre de la loi de 1905, c'est « séparation des églises et de l'État ». Mais encore une fois, arrêtons avec les délires. Ce n'est pas la séparation du religieux et du politique. La séparation du religieux et du politique, c'est un processus social qui a existé pendant des décennies, plus même des siècles. Mais ce n'est pas la séparation du religieux et du politique. On peut très bien être élu président de la République française en étant prêtre, et même mieux, on peut être élu président ou en étant moine bouddhiste ou imam musulman. Mais on peut même être élu président de la République française avec un programme politique directement indexé et officiellement indexé sur des idées religieuses. Que je sache, il y a un parti démocrate chrétien en France. C'est-à-dire qu'on peut très bien décider de dire, voilà, on a une certaine idée de la solidarité qui est indexée sur l'idée de charité chrétienne. On a parfaitement le droit de le faire. Ça ne pose aucun problème, ce n'est pas séparation du religieux et du politique. On a le droit de faire ça. On a le droit d'exprimer sa religion dans l'espace public. L'espace public, après 1789, c'est un espace d'expression. Donc par définition, quand j'entends, j'anticipe sur ma troisième partie, mais quand j'entends
un certain nombre de responsables politiques, en 2013 en particulier, nous dire on va élargir la neutralité à l'ensemble de l'espace public, et on va ne se limiter qu'à l'espace de l'intimité. J'allais dire, c'est scandaleux du point de vue des politiques publiques, mais c'est parfaitement absurde du point de vue de la théorie de la laïcité. Ça voudrait dire qu'on a le droit d'exprimer ses idées politiques, voire ses idées religieuses, tout seul, dans sa salle de bain, devant sa glace. Ou quand on nous dit, de toute façon, on a maintenu la liberté de conscience. La liberté d'expression, c'est autre chose. Mais comment peut-on concevoir la liberté de conscience sans la liberté d'expression? C'est-à-dire, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais ne l'exprimez pas, surtout. C'est inconcevable. C'est pas compatible. Enfin, on est dans une sorte de délire sur ce plan-là. Donc, liberté, premièrement. Deuxième point, égalité. Comment assurer l'égalité? Séparation des églises et d'État. Et là, c'est pas religion et politique, c'est des églises, c'est-à-dire, et là, le législateur a été très précis. Qu'est-ce que c'est qu'une église? Qu'est-ce que c'est qu'un État? Eh bien, ce sont deux types d'organisations, tout simplement. C'est-à-dire, ce n'est pas sur le fond doctrinal, c'est deux organisations qui doivent être séparées du point de vue financier. Justement pour que l'ensemble des organisations religieuses qui ont pour objet la tenue des cultes, eh bien, la gestion des cultes, eh bien, soit séparées financièrement, qu'il n'y ait pas une aide, qu'il n'y ait pas des privilèges accordés aux uns par rapport aux autres, que ces deux types, un type d'organisation, Église, je veux dire, organisation religieuse, et un type d'organisation, l'État, qui est l'organisation administrative suprême, ne favorise pas un type d'organisation religieuse plutôt qu'un autre. C'est tout ce que ça veut dire. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre sur ce plan-là. Voilà. Ensuite, il y a un autre concept. Parce qu'on s'est rendu compte que liberté, égalité, ça allait bien, mais qu'en réalité, ça ne va pas tout seul. C'est-à-dire qu'on a beau la proclamer, cette égalité, on a beau imposer une séparation en vue de permettre cette égalité. On a beau l'imposer juridiquement, ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a des religions minoritaires, il y a des modes de vie qui ne sont pas tout à fait assurés, qui donc ont un désavantage social que le droit ne saurait pas d'emblée compenser. C'est pour cela qu'on a besoin d'une variable d'ajustement, pour ainsi dire. Cette variable d'ajustement, elle est comprise dans le magnifique concept, qui est le troisième terme, de fraternité. La fraternité, c'est quoi? La fraternité, c'est comment rendre possible cette liberté et cette égalité. Il faut ajuster, il faut réajuster cette fois en fonction des réalités sociales. Par exemple, la solidarité, c'est typiquement ce qui relève du troisième terme, ce que j'appelle la variable d'ajustement, c'est-à-dire la fraternité. Et la loi de 1905 le comprend, d'ailleurs elle a été modifiée à plusieurs reprises, et dans la loi de 1905, il y a cette idée que l'État, contrairement à ce que disent, doit assurer cette liberté de culte, c'est-à-dire permettre la tenue du culte. C'est-à-dire que s'il y a un groupe religieux qui a des difficultés financières tellement importantes, des difficultés économiques et sociales tellement importantes que la pratique du culte ne peut pas avoir lieu de façon, j'allais dire même saine du point de vue de l'hygiène, parce que ça doit être dans des caves ou ailleurs, etc. Non seulement c'est possible d'intervenir, mais l'État doit intervenir pour permettre cela. C'est le principe de la fraternité, liberté, égalité, fraternité, c'est le réajustement, comme je le disais, et c'est compris dans la loi de 1905. Il y a d'ailleurs toute une série de dispositions qui sont apparues ensuite, qui prévoient le fait de pouvoir financer des réparations lorsqu'il y a des problèmes d'hygiène, lorsqu'il y a des problèmes qui relèvent de l'ordre public, c'est-à-dire de la tranquillité, de la salubrité, de la sécurité publique, qui sont les trois éléments constitutifs, comme vous le savez, de l'ordre public. Donc, finalement, on voit bien que cette loi de 1905, ce n'est que la transposition concrète des principes de 1789, des principes de 1789 qui, à la base, sont des principes de liberté, mais une liberté qui suppose l'égalité, c'est-à-dire que si notre statut est défini a priori, parce qu'on est noble, pas noble, on est né ici ou cela, eh bien, on ne peut pas s'exprimer librement, on ne peut pas être libre. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de cet ensemble-là. Donc c'est la transposition directe de cela. Et c'est pour ça, troisième point, que je crois qu'on peut quand même s'étonner des dérives qui se sont déployées depuis le début des années 2000 quant à cet esprit originel, modernité, république, laïcité, et au sens philosophique, ce que j'évoquais, et puis ensuite au sens juridique, tout court. Et je crois qu'on peut situer
ce moment charnière en 2003, pour toute une série de raisons à l'international, liées au contexte spécifiquement européen et spécifiquement français, mais pour faire plus simple, et peut-être qu'on par la suite on verra dans le débat, pour que je me permettrai de développer dans le débat si je n'ai pas tout dit à ce sujet, mais en tout cas en interne, je crois qu'il y a un rapport qui porte sur la nouvelle laïcité, qui est le rapport de M. François Baroin, qui est un homme politique encore très connu, je crois, en grande forme en ce moment, qui dit une chose parfaitement absurde. Et sans porter, je vous dis, moi je ne fais pas de politique politicienne, je n'ai pas envie d'être élu à quoi que ce soit, donc je vous dis, parfaitement absurde, encore une fois, au sens logique du terme, au sens même où ça n'a pas de sens, justement. Il est écrit quasiment noir sur blanc dans ce rapport de 2003, quasiment noir sur blanc, qu'à un moment donné, nous serions dans une telle situation, alors on prononce le mot qui est le mot de l'horreur, qui commençait déjà à devenir ce mot de l'horreur et qui désignait une communauté de vie et un régime de vérité très particulier qu'on a tous en tête, communautarisme. On est dans une situation de communautarisme, et quand on est dans une situation de communautarisme vraiment trop intense, que c'est trop difficile, en gros, on ne peut plus se contenter de la simple laïcité telle qu'elle est définie, comme ça, juridiquement. Il prononce le mot de nouvelle laïcité. Et alors on se demande ce que c'est, cette nouvelle laïcité. On a la réponse tout de suite dans le texte. Cette nouvelle laïcité dit qu'à un moment donné, il peut y avoir une sorte de contradiction entre les droits de l'homme et la laïcité, ou du moins cette nouvelle laïcité. Il y aurait une contradiction, et évidemment, lorsqu'il y a contradiction, il faut choisir, vous l'avez deviné, la laïcité contre les droits de l'homme. Pourquoi c'est absurde? C'est absurde puisque j'ai pris la précaution de vous montrer que la laïcité, ce n'est rien d'autre que la transposition, application directe des principes des droits de l'homme issus du XVIIIe siècle dans le corpus juridique républicain et ensuite dans le corpus relevant de la liberté d'expression religieuse, de sa conscience, etc. Donc on est obligé de s'interroger, lorsqu'on a une phrase parfaitement absurde comme celle-là, on est obligé de s'interroger sur son sens, c'est-à-dire au-delà de l'absurdité sémantique, si vous voulez, quel est son sens? Quel sens cela peut-il avoir? Eh bien, c'est à partir de là, c'est à ce moment-là que je situe, moi, le début de ce que j'appelle, la laïcité en état d'urgence, qui devient une laïcité d'exception. Quand on s'estime en état d'urgence, c'est comme quand on est en temps de guerre, et on a le sentiment, on serait en temps de guerre, paraît-il. Il y aurait une sorte de guerre intestine. Les derniers best-sellers d'essayistes célèbres nous montrent tous une situation où nous serions en temps de guerre, et où on a une sorte de renaissance du nationalisme, une forme de souverainisme qui touche la gauche comme la droite aujourd'hui. On l'a vu dans le Monde avant-hier, sur la question de ces intellectuels qui d'un seul coup disent il faut absolument sortir de l'euro, sortir de ceci. Moi je ne discute pas, il y a peut-être des raisons économiques pour discuter de la sortie de l'euro. Sauf que là, les raisons économiques, même dans la bouche d'économistes, elles sont de moins en moins présentes au profit d'une forme de souverainisme exclusif dont on ne comprend pas très bien les tenants et les aboutissants, si ce n'est que nous serions encerclés. Nous serions encerclés, on prononce le mot d'immigration, on prononce le mot d'euro, avec des équivalences illogiques, paraissant logiques, que tout le monde est supposé comprendre, parce qu'en réalité, il n'y a rien à comprendre, c'est seulement une émotion, c'est seulement ce sentiment, justement, de l'encerclement, que rien ne va plus, qu'il y aurait une sorte de période, nous serions dans le déclin, à cause de qui? C'est pas très bien, les Roms, à un moment donné, telle autre minorité, à un autre moment, du point de vue économique, la globalisation serait un ennemi en tant que tel. La plupart des sondages nous montrent que l'Europe est un des endroits au monde, si ce n'est l'endroit au monde, où la globalisation a le plus mauvaise presse. C'est-à-dire que la globalisation serait un risque. Alors que c'est quand même l'Europe qui a la paternité de cette globalisation, dont elle se sent expropriée dans un sens, mais qui a la paternité de la globalisation. L'Europe est encore le plus gros produit intérieur brut de la planète, au moins l'Union européenne, même s'il y a des difficultés multiples, je le conçois, qu'elle a encore un nombre de ressources très important, mais en même temps, on serait encerclé, rien n'irait plus, tout s'effondrerait. Et donc, qu'est-ce que dit ce rapport en 2003, en gros? Pourquoi je parle de laïcité d'exception? Parce que comme on est en état d'urgence, il faut qu'on agisse vite, parce que c'est la guerre, et on peut se permettre de remettre en cause les droits de l'homme, soi-disant pour sauver les droits de l'homme.
C'est-à-dire pour sauver ce qui irait à sauver, parce que c'est un geste tragique. La tragédie par rapport au drame, c'est quand, théoriquement, tout est déjà perdu. Donc, puisque tout est déjà perdu, mon geste est un geste éperdu. Ça veut dire que j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le droit de faire des lois discriminatoires. J'ai le droit de dire attention, rien ne va plus, même si, ce faisant, je transgresse un petit peu les principes, je m'assois un petit peu dessus, je suis un petit peu discriminatoire, mais c'est seulement un petit peu pour sauver l'ensemble. Et depuis 2003, c'est ce qu'on observe. Pour moi, je vous le dis très sincèrement, à commencer par la loi de mars 2003 sur l'interdiction des signes dits ostensibles, voire ostentatoires à l'école publique. Très clairement, où il y a un renversement, contrairement à ce que disent les médias, mais j'imagine que vous ne pensez pas ça, du moins je l'espère. La loi de 2003, si elle est justifiée, en tout cas si elle est justifiable par un certain nombre de locuteurs et de décideurs, elle ne l'est en rien au nom de la laïcité, parce que si vous avez retenu ce que je vous ai dit, et ça, les administrateurs de l'Assemblée nationale qui vérifient qu'il y ait quand même compatibilité entre la loi projetée et les principes généraux du droit, y ont veillé, malgré la tentation de certains députés. Ce n'est pas une loi qui est justifiée au nom de la laïcité, ça ne serait même pas possible, puisque le principe de la laïcité, c'est la liberté d'expression, donc du coup, là, il y a privation d'une liberté, donc il faut la justifier autrement. En l'occurrence, on l'a justifié comment? J'en avais parlé à l'époque même avec Bernard Stasi, qui était donc le président de la fameuse commission Stasi, qui a donné lieu ensuite à cette loi, qui est une commission préalable. C'est en raison de l'ordre public. Quelle est la seule raison dans un état de droit digne de ce nom, et j'ose espérer que la France est encore un état de droit digne de ce nom, ben c'est l'ordre public, tranquillité, salubrité, sécurité publique, atteinte, autrement dit, à l'intégrité physique et morale des personnes. Là, en l'occurrence, on a dit, elles sont mineures, puisque c'est dans des écoles, et puisqu'elles sont mineures, on va dire qu'elles ne sont pas capables d'exprimer leur volonté, je veux dire au sens juridique du terme, et on suppose que leurs parents, leurs grands frères ou je ne sais quoi leur imposent un certain type de comportement, donc nous les défendons contre elles-mêmes dans la mesure où elles sont mineures. Dont acte, moi je dis de façon, même si ce que nous avions observé nous depuis les années 80, c'est qu'il y avait effectivement un certain nombre de jeunes filles qui mettaient le foulard, mais plus contre leur famille et pour des raisons revendicatives, voire des raisons qui étaient justifiées dans la cohérence de leur foi, et que par ailleurs, c'était parmi les meilleurs en classe, donc avec un vrai désir d'ascension sociale. Mais je dis dont acte, n'épiloguons pas sur ce sujet, puisque c'est fait, comme dirait mon ami, collègue et maître Jean Bobéro. N'épiloguons pas, Raphaël, tu vas trop loin, c'est bon, c'est fait, moi aussi je suis contre, mais ça ne sert à rien de discuter avec eux là-dessus, parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir faire passer le reste. Je n'ai pas pu me retenir, je vous l'ai quand même dit. Dont acte. Ensuite, la loi sur l'interdiction du voile intégral, de même, elle ne peut en rien être justifiée au nom de la laïcité, du point de vue logique. C'est une loi privative de liberté, je suis désolé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on interdit un type d'habillement dans l'espace public français et qu'en Arabie Saoudite ou autre, on imposerait ce vêtement qu'on est meilleur. Ce n'est pas parce qu'on fait, moi, ce que j'appelle juridiquement de la saoudisation inversée qu'on est meilleur. Vraiment. Maintenant, si c'est imposé à un certain nombre de femmes, effectivement, il faut mettre la police sur le coup, faire des enquêtes et empêcher que ce soit imposé. Néanmoins, du point de vue juridique, on ne peut pas l'interdire pour des raisons du point de vue purement juridique, froidement juridique. On ne peut pas l'interdire en raison de la laïcité, puisque c'est privatif de liberté. Qu'est-ce qu'on fait? À nouveau, ordre public, mais cette fois, il faut trouver autre chose, parce qu'elles sont adultes dans leur écrasante majorité, donc ça va être pour des raisons d'identification dans l'espace public, donc liées à la sécurité dans tranquillité, salubrité, sécurité publique. Regardez comme je suis sympathique. Je dis dont acte, et pourtant je ne suis pas d'accord sur le fond. Mais je dis dont acte, très bien, je suis pour, comment dire, l'ordre républicain qui s'applique. C'est au nom de l'ordre public, très bien, apparemment il y a des informations. Mais que dire lorsque depuis 2013, on nous explique, par exemple, mais une multitude d'autres cas, qu'on interdirait, qu'on devrait interdire, et les autorités de l'État au plus haut niveau le défendent, aussi bien au sein de notre Parlement dans sa chambre haute comme dans sa chambre basse, aussi bien au sein même du gouvernement, même si ce n'est pas passé. Que dire de ce débat sur l'interdiction du simple foulard dans l'université? C'est quand même magnifique
de discuter de cela. C'est quand même extraordinaire de discuter de cela. Parce que, je ne l'avais pas évoqué dans la deuxième partie, c'est un oubli et j'aurais dû le faire, il y a ce fameux principe de neutralité. Ce fameux principe de neutralité, qui n'est pas dans la loi de 1905, qui est encore une manière de réajuster parce qu'on s'est rendu compte que l'égalité, elle n'allait pas de fait seulement parce qu'il y avait séparation des Églises et de l'État de droit. Donc la jurisprudence du Conseil d'État a ajouté ce principe de neutralité. Et qu'est-ce qu'il dit, ce principe de neutralité? Qui est directement mis sur le devant de la scène pour justifier l'interdiction du simple foulard dans l'université. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ce principe de neutralité, que les agents publics, c'est-à-dire les représentants des pouvoirs publics, non seulement de l'État, puisque maintenant on n'a plus seulement l'État, comme vous le savez, on a effectivement les collectivités territoriales et d'autres types de collectivités, les représentants donc, du public, les agents publics en général, doivent être neutres, et ils signent pour ça, c'est-à-dire qu'ils doivent, parce qu'ils sont neutres, du point de vue des signes qu'ils arborent de leurs opinions politiques, religieuses et autres, pourquoi? Pas pour neutraliser les publics auxquels ils s'adressent et dont ils sont la garantie de la liberté, justement, mais justement pour garantir cette liberté sans influencer les publics. C'est-à-dire que, c'est pas moi qui l'invente, la différence qu'il y a, par exemple, entre la laïcité à la française, avec ce concept jurisprudentiel de neutralité, et un mode de sécularisation publique à l'anglo-saxonne, en particulier à la britannique, c'est qu'un policier au Royaume-Uni peut demander à mettre un turban sikh, même s'il est policier, parce que ce seraient ses convictions et autres, etc. Justement parce qu'au Royaume-Uni, on est moins soucieux de cette liberté d'expression, de la multiplicité des expressions. La liberté de multiplicité d'expression. Alors qu'en France, parce qu'on est plus soucieux, pour ce que je vous ai dit historiquement, de cette liberté de la multiplicité des expressions, pour l'assurer, on impose la neutralité des agents publics, pour qu'ils n'influencent pas au nom de l'image qu'ils ont, parce qu'ils représentent le public dans son ensemble, la République dans son ensemble, pour qu'ils n'influencent pas dans un sens ou un autre, que ce soit musulman, bouddhiste, ou même athée, ou gothique, ou punk, ou tout ce que vous voulez. C'est ça la seule justification de la neutralité. Or, on voudrait l'appliquer à l'université, on voulait l'appliquer à l'université au public, alors que c'était justifiable, on a été arrivé à le justifier dans l'école, parce que ce n'était pas une question, comme je vous le disais, de neutralité finalement, à un certain niveau. Là, on voudrait l'imposer au public, alors que, ce sont des personnes adultes et qui sont à l'université, donc qui sont non seulement capables d'exprimer leur volonté au sens juridique abstrait du terme, mais qui en plus veulent vraiment exprimer leur volonté dans la société puisqu'elles font des études dites supérieures. Donc difficile de dire qu'elles sont incapables intellectuellement de comprendre ce qui leur arrive. Et deux, il s'agit du simple foulard, donc il n'y a pas de problème d'identification comme dans la loi qui interdit le voile intégral. C'est pour ça que je vous disais dont acte pour la première, dont acte pour la deuxième, même si je ne suis pas d'accord. Mais comment justifier cette troisième loi? Comment même la comprendre? D'autant plus que je ne sais pas si vous le savez, mais le seul espace de la fonction publique, en particulier de la haute fonction publique, où la neutralité n'est pas exigée, même pour les agents publics, c'est très exactement l'université. Ça veut dire qu'un professeur des universités, comme moi par exemple, peut très bien venir avec un turban sikh théoriquement, quand il fait son cours, parce qu'on estime justement que les publics en question sont suffisamment adultes, sont suffisamment réflexifs pour résister à une éventuelle influence, et finalement, ce prof d'université, c'est une tradition française, il a le droit, contrairement à un prof de lycée, d'émettre des opinions politiques, autres, économiques, sociales, etc. C'est la liberté de l'université. Donc ça veut dire que, par surcroît, sans pouvoir même le justifier, tel que je vous le disais, on imposerait la neutralité au public, alors qu'elle n'est même pas imposée, dans ce contexte de l'université, aux agents publics, alors que, traditionnellement, c'est aux agents. Vous voyez jusqu'où on va dans l'absurdité. Et qui a soulevé ça? Vous l'avez entendu dans les médias? Vous l'avez entendu dans des débats publics avec des dizaines de gens qui parlent de laïcité, 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 la loi de 1905, la neutralité, oh, bien sûr, qui retournent chez eux, etc. On est ici. Et je ne sais quoi. Donc de quoi parle-t-on? Eh bien nous parlons tout simplement, en réalité, moi, de ce que j'appelle
la résurgence du complexe de Suez, et j'en finirai par là, ce que j'appelle le complexe de Suez. En 1956, il y a eu une expédition. Plutôt en 1956, avant cette expédition, il y a eu une nationalisation par quelqu'un de célèbre, qui était un des chefs des non-alignés, sinon le chef des non-alignés, le président Nasser, le président de l'Égypte, du canal de Suez. Canal de Suez dans lequel il y avait des participations à la fois britanniques et françaises, c'est-à-dire, en gros, surtout, des deux grands empires coloniaux. Sauf qu'on est en 1956, on n'est plus dans les années 30. Et là, on est au début même bien enclenché au moment de la guerre froide, où c'est plus les Britanniques et les Français qui structurent l'ordre du monde. Donc il y a nationalisation. Ils vont immédiatement, les Français et les Anglais, accompagner des Israéliens sur le canal de Suez. Évidemment, ils le récupèrent parce que les armées sont encore des armées européennes beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus avancées et effectives. Mais c'est une victoire militaire immédiate. Mais immédiatement après, ça devient un échec moral et politique parce que l'Union soviétique, pour se rapprocher de Nasser, des non-alignés, menace le monde dit libre d'utilisation de la bombe atomique si les Français et les Anglais ne partent pas. Et les États-Unis, qui auraient dû être les alliés des Français et des Anglais, disent on ne va pas risquer pour ces petits pays, ce que sont devenus ces petits pays, la France et le Royaume-Uni, une guerre nucléaire. Et donc, ils obligent en quelque sorte à refluer vers l'Europe, pour ainsi dire, vous me pardonnerez l'expression, la queue entre les jambes, avec vraiment un sentiment d'humiliation. Et c'est en 1957, c'est pas un hasard, qu'un universitaire qui deviendra célèbre et qui était le conseiller du département d'État sur un certain nombre de conflits, en particulier dès le départ sur le conflit afghan, en Afghanistan, qui s'appelle Bernard Lewis, prononcera une conférence en 1957, et dans cette conférence, il va prononcer une expression qu'on attribue d'habitude à quelqu'un d'autre, qui était en réalité seulement son élève, pour désigner ce qui s'est passé dans le conflit de Suez, c'est l'expression de choc des civilisations. Expression qui a servi dès l'origine, donc, à désigner un sentiment d'encerclement que subirait l'Europe face à la montée d'une sorte d'islam fantomatique, de monde arabo-musulman qui voulait en finir avec cette Europe qui serait décadente, qui serait encerclée, etc. Or, ce complexe de Suez, il s'est adouci pendant les 30 glorieuses, les dites 30 glorieuses, mais il a ressorti progressivement dans les années 80, au moment où la deuxième et troisième génération des Français issus de l'immigration, comme on dit pudiquement, en ont eu marre de cette espèce de discours, de la perversité de discours et de politiques publiques qui prétendaient être des politiques intégratives, mais qui en réalité étaient des politiques discriminatoires, et c'est à ce moment-là qu'on a eu la marche des beurs et qu'on a eu toute une série de choses. Mais encore là, on arrivait à résister. Et dans les années 2000, 2003, je vous disais événement international, en même temps que ce rapport Barouin, c'est aussi l'intervention en Irak qui, pour la première fois depuis un demi-siècle, est une guerre dans laquelle la première puissance américaine ne demandera pas son avis aux Européens. Dira en gros, si vous voulez y aller, vous y allez. Si vous ne voulez pas y aller, vous n'y allez pas. De toute façon, vous nous coûtez plus que ce que vous nous rapportez. Et là, vous remarquerez que c'est à partir de cette période où vous allez avoir tous les débats sur l'identité nationale, à la fois en France, un peu partout en Europe, que vous allez avoir les nouveaux partis populistes et que vous allez avoir, je vais finir, que vous allez avoir la patrimonialisation de la laïcité avec un nouveau discours quasi national, nationaliste, socialiste sur ce concept de laïcité qui va devenir une sorte de patrimoine national à défendre mais qui en perdra au passage son contenu. Merci. Merci.